Donc, pour ma part, je ferai le rapport introductif avec un certain angle, les données de connexion à l'épreuve des rapports de système. Alors, les données de connexion, c'est un sujet d'actualité aux enjeux fondamentaux, puisqu'on a d'un côté la vie privée, la protection des données personnelles, et de l'autre côté, des enjeux de sécurité, de protection du corps social, d'ordre public, qui sont au cœur de ce sujet des données de connexion. Et c'est un sujet qui va nous faire voyager à plusieurs titres, nous faire voyager dans l'espace géographique, d'abord, avec des analyses de droit européen, des analyses de droit français, et des analyses également avec le professeur Richard Bismuth plus tard sur le droit américain et son influence aussi, l'extraterritorialité éventuelle sur les problématiques européennes qui nous occupent aujourd'hui. Un sujet qui nous fait voyager aussi dans l'espace juridique, déjà entre les disciplines, puisque ce qui est très beau avec ce sujet, c'est qu'on est dans du droit du numérique, mais aussi on est dans de la procédure pénale, on est dans du droit de l'Union européenne, on est dans du droit même international, et puis aussi du droit, ça en sera moins question, je pense, aujourd'hui, mais de droit commercial, de e-commerce en fait, hein, puisque les données de connexion ont aussi un enjeu, non pas en droit pénal, mais aussi en droit commercial aujourd'hui. Et un voyage aussi entre les différentes juridictions, juridiction européenne, juridiction nationale, puisque on s'apercevra que toutes les juridictions suprêmes, européennes, tant européennes que nationales, ont pris position sur cette question des données de connexion, ce qui crée potentiellement des tensions, ou au contraire des convergences, un phénomène de convergence-divergence entre juridictions, conformément au fait que le numérique, c'est un phénomène global, c'est un phénomène mondial, et donc à ce titre-là, il n'est pas étonnant que de nombreuses juridictions aient eu à se pencher sur cette question. Un sujet qui nous fait voyager enfin entre le ciel des idées et des principes, finalement, et la réalité opérationnelle, la réalité du terrain sur l'utilisation concrète de ces données de connexion au quotidien, notamment par les enquêteurs. Alors, on assiste évidemment à un phénomène depuis quelques années maintenant de numérisation du monde, de digitalisation du monde, qui vient renouveler une vieille problématique que l'on connaît bien en droit, celle de la liberté et de la sécurité de l'autre côté. On a cette numérisation qui est un vecteur de potentialité, de nouvelles opportunités, de croissance économique à travers l'économie de la connaissance et l'innovation. Des enjeux pour la science politique, puisque avec Internet, on a toute une dimension aussi de lien social, d'examen des éventuelles inégalités par rapport à l'accès à Internet également, et puis également des opportunités pour le droit, les données de connexion qui sont maintenant un objet régi par le droit. Face à ces potentialités, à ces opportunités, il y a également des risques qui sont tout aussi immenses que les opportunités. Des risques d'abord qui sont associés à la criminalité au moyen d'Internet, toute la problématique de la cybercriminalité, qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais qui est centrale, et des risques, ce sera le sujet de l'après-midi, qui sont associés au fait que des milliards de données sont chaque jour traitées par des opérateurs Internet, par des fournisseurs d'accès, des opérateurs téléphoniques ou encore des hébergeurs. Et ici, ce n'est pas en soi un risque, mais c'est un risque indirect. Le risque indirect, la crainte, c'est celle d'une surveillance de masse à travers ces données de connexion et cette phrase qu'on entend souvent, Big Brother is watching you, à travers chaque connexion sur Internet ou chaque appel téléphonique. Et dans le contexte de ces risques, la digitalisation du monde a entraîné l'édiction de nouveaux droits et notamment la protection des données personnelles, qui est expressément consacré notamment à l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et la question qui se pose de savoir si on assiste à l'émergence à ce type de droit de quatrième génération, ou du moins une modernisation de droits plus connus, et notamment du droit à la vie privée, dont la protection des données personnelles serait finalement un simple avatar, une simple déclinaison actuelle. Alors, les questions que pose le numérique sont nombreuses. J'en citerai au moins trois. Le niveau de régulation qui est pertinent pour un phénomène transnational, dominé d'ailleurs par quelques grandes entreprises, et donc doit-on agir au niveau mondial, au niveau européen ou au niveau national?
Deuxième grande question que pose le numérique, la question de la citoyenneté numérique. Et à ce titre, ou peut-être un petit peu différemment, la question de la responsabilité numérique. Et je pense que ça devrait être assez central dans nos débats, cette idée de responsabilité numérique de la part des utilisateurs d'Internet, qui certes peuvent tirer des opportunités d'Internet, mais peut-être que Internet fait qu'il faut aussi un usage responsable et une notion qui serait donc aussi importante que celle de citoyenneté. Et la problématique, troisième question, qui est centrale pour notre après-midi, c'est de déterminer si véritablement on peut retenir aujourd'hui le même équilibre entre les droits fondamentaux, notamment la vie privée, et la sécurité à l'ère du numérique que l'équilibre que l'on a retenu jusqu'à maintenant s'agissant des problématiques d'informatique que l'on connaît quand même maintenant depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, quel est cet équilibre que l'on doit retenir? Donc, tout d'abord, assez rapidement, je vais développer la question des données de connexion et des enjeux ERIS pour ensuite aborder la question de la régulation de ces enjeux au niveau juridique. Alors, les données de connexion, pour ceux qui ne sont pas familiers par ce terme, qui paraît un petit peu énigmatique, eh bien, ce sont des traces. Ce sont des traces des communications électroniques, ce sont ce qu'on appelle des métadonnées qui font que dès que vous passez un appel téléphonique, eh bien, on saura plus ou moins d'où vous l'avez passé, qui vous avez appelé, combien de temps a duré la conversation, donc des informations, vous voyez, relativement précises. Et puis, pareil sur des connexions Internet, quel site vous avez consulté, combien de temps vous y êtes resté, depuis quel terminal avec la notion d'adresse IP. Dans les données de connexion, en revanche, on ne connaîtra pas le contenu. C'est en cela qu'on parle de métadonnées, parce qu'on ne connaît pas le contenu exact de vos communications, mais on arrive à déterminer pas mal de choses sur votre profil. Et en ce sens-là, les données de connexion constituent une intrusion clairement dans la vie privée, puisque, comme l'a dit la Cour de justice de l'Union, ces données permettent, je cite, de tirer des conclusions très précises concernant les habitudes de vie, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers, les relations sociales de l'individu. Alors, ces données de connexion posent évidemment un certain nombre de questions en termes de conservation de ces données, mais plus encore en termes de réutilisation et d'accès à ces données. La première problématique, je l'ai évoquée en disant que ça faisait partie du e-commerce, on a une utilisation bien sûr commerciale des données de connexion à travers ce qu'on appelle les cookies, que maintenant vous devez toujours accepter ou refuser d'ailleurs quand vous vous connectez sur un site Internet, et qui permet donc à des entreprises de cibler la publicité. Et en ce sens-là, on a une problématique aussi de liberté individuelle qui est assez forte, puisque potentiellement, on a quelque chose qui vous induit, vous influence dans vos choix de consommateurs, dans vos préférences, avec donc un impact important à ce niveau-là. Ce qui nous intéressera principalement aujourd'hui, c'est l'utilisation pénale des données de connexion par les autorités publiques, et notamment le pouvoir de réquisition des enquêteurs, dont nous parlera plus spécifiquement monsieur le procureur général. Alors, ce pouvoir de réquisition des enquêteurs, pouvoir de réquisition de certaines données de connexion aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs d'accès Internet, eh bien, ils ont permis d'élucider, ils permettent d'élucider des affaires assez rapidement parfois. Je vous citerai deux exemples pour que ça devienne très concret pour vous. Si on pense d'abord à l'affaire Nordal-Lelandais, eh bien, l'affaire Nordal-Lelandais, l'affaire Maïlis, mais il y avait une autre affaire en lien avec cet individu, avec un caporal, et les téléphones, leurs deux téléphones ont borné, comme on dit, plus ou moins au même endroit, ce qui a permis de déterminer qu'il y avait une probabilité assez importante qu'il était responsable de la disparition du caporal Arthur Noyer. Deuxième exemple, l'affaire dite des fadettes, des avocats de Nicolas Sarkozy, puisque le parquet national financier avait requis les factures détaillées, FADET, les factures détaillées de plusieurs avocats en fait, de Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire dite des écoutes, où il était recherché un délit d'initié, et l'ex-directrice du parquet national financier a été d'ailleurs blanchie récemment sur ce sujet. Donc en fait, la crainte aujourd'hui, c'est celle d'une réutilisation non encadrée de ces données.
Et donc, ce qui m'amène à mon deuxième point sur la régulation et quelle régulation des données de connexion. Et la question pose évidemment celle du niveau pertinent. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a affaire à un phénomène mondial, nous avons des règles européennes, on a des règles nationales et qui sont potentiellement en conflit les unes avec les autres. D'où le fait que le sujet des données de connexion est devenu un enjeu dans les rapports entre ordres juridiques, notamment l'ordre juridique européen et l'ordre juridique national, singulièrement français, et entre les différentes juridictions avec les tensions, un alignement de certaines et un non-alignement d'autres juridictions sur ce sujet. Et outre le niveau outre la question du niveau pertinent, la deuxième question qui est au cœur de la régulation des données, c'est la réglementation, exactement quel contexte. Et ici, on peut identifier à la fois la conservation des données, l'accès aux données, c'est-à-dire l'utilisation même des données, et la question de la recevabilité des preuves éventuelles qui sont issues de l'accès par des enquêteurs à ces données. Donc, trois pôles qui sont importants dans la réglementation des données de connexion et qui sera précisée ultérieurement par d'autres intervenants. Et donc, la question ici qui se pose, c'est donc celle de l'équilibre entre les droits fondamentaux, d'une part, et la sécurité, d'autre part. Ce que je vais développer ici, c'est l'équilibre tel qu'il résulte du droit positif, tel qu'il résulte de la jurisprudence des différentes cours, mais évidemment, on s'interrogera nécessairement sur l'équilibre qui est souhaitable d'un point de vue plus politique sur la question. Alors, ce qu'il faut retenir sur la régulation des données de connexion, c'est qu'ici, le droit de l'Union européenne, et en particulier dans le cadre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui nous présentera plus en détail Vincent Bertrand, donne véritablement le là en matière de données de connexion, puisque depuis 2014 maintenant, il y a de nombreux arrêts sur la question de l'obligation de conservation des données, puisqu'il y a des législations, d'abord des législations européennes initialement, puis aussi des législations nationales qui imposent une obligation, qui imposent aux opérateurs télécoms et aux fournisseurs d'accès à Internet une obligation de conservation des données. Et ici, la Cour de justice a développé une jurisprudence qui est extrêmement protectrice de la vie privée, qui est extrêmement protectrice des données personnelles. Elle a encadré la durée de conservation des données en considérant qu'une conservation générale et indifférenciée pendant 1 an méconnaissait le droit de l'Union, sauf dans l'hypothèse de la lutte contre le terrorisme et la menace des intérêts fondamentaux de la nation. Mais en revanche, s'agissant de la lutte contre la criminalité grave, sachant que c'est une catégorisation qui est issue de la jurisprudence et qui n'est pas nécessairement fondée sur des textes, eh bien, la lutte contre la criminalité grave ne peut pas laisser une conservation générale et indifférenciée, mais simplement une conservation ciblée en fonction, nous dit la Cour, de catégories de personnes concernées ou au moyen d'un critère géographique. Donc, cela résulte de l'arrêt, notamment la quadrature du net de 2000, qui est l'arrêt le plus important en la matière et en fait qui a été largement confirmé jusqu'à encore une date récente, puisqu'on a encore 2 arrêts du 20 septembre 2022 qui confirment cette jurisprudence de la Cour. Donc, on a un fort encadrement par la Cour de justice de la durée de conservation des données. Dans le même temps, on a un accroissement des garanties relatives à l'accès aux données, puisque ici, la Cour de justice exige que ce soit une autorité administrative indépendante ou un juge, un magistrat indépendant qui autorise la réquisition des données de connexion. Et ce qui est intéressant, un petit peu paradoxal, c'est que dans le même temps, donc la Cour de justice extrêmement protectrice des garanties, de la vie privée des citoyens, a démontré une forme de permissivité peut-être relative au troisième pôle, qui est, je vous disais, la recevabilité des preuves qui sont obtenues à l'issue de l'accès aux données de connexion, puisqu'ici, la Cour de justice, je cite, juge que le droit de l'Union impose au juge pénal national d'écarter des informations et des éléments de preuve obtenus à l'issue d'une conservation générale et indifférenciée si les personnes qui sont concernées ne sont pas en mesure sauf si ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve provenant d'un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits. Donc ici, une certaine permissivité sur la recevabilité des preuves, qui est d'ailleurs assez surprenante par rapport à la rigueur démontrée par la Cour sur la question de la conservation des données et de l'accès aux données. Alors, le dernier point, c'est évidemment la réception
par les juges nationaux de cette jurisprudence européenne qui, en principe, en vertu du principe de primauté du droit de l'Union, est censée s'appliquer dans tous les États membres par tous les juges qui doivent écarter les règles nationales contraires au droit de l'Union. Et ici, c'est intéressant de constater qu'il y a des jurisprudences, des juges qui se sont alignés sur la Cour de justice de l'Union européenne et d'autres qui ont démontré une certaine résistance. Ça n'étonnera pas nécessairement les étudiants puisqu'on étudie justement les résistances au droit, à la jurisprudence de la Cour de justice régulièrement dans le cursus de droit. Alors parmi ce qu'on appellerait peut-être les alignés et les non-alignés, donc les alignés, on a bien évidemment la Cour de cassation. La Cour de cassation, dont il sera aussi question dans le deuxième panel, eh bien, cette Cour de cassation, dans des arrêts du 12 juillet de l'année dernière, a jugé, a appliqué la jurisprudence de la Cour de justice sur la question de l'obligation de conservation en disant non, pour tout ce qui est, à part la lutte contre le terrorisme, on ne peut avoir qu'une conservation ciblée pour tout ce qui est criminalité grave. Ici, l'enjeu, c'est la définition de la criminalité grave, bien évidemment. Et sur la question de l'accès, là aussi, la Cour de cassation a une jurisprudence intéressante puisque elle s'est inscrite dans les pas de la Cour de justice en disant que les procureurs de la République ne pouvaient pas à eux seuls autoriser la réquisition des données de connexion, mais il faut un autre juge indépendant qui contrôle l'accès préalable à ces données. La Cour de cassation a jugé que le juge d'instruction était en mesure de contrôler au préalable ces données, l'accès à ces données, ce qui a donné lieu immédiatement à une levée de bouclier de la part des procureurs avec un communiqué justement des procureurs qui expriment, disons, leur scepticisme vis-à-vis de la décision de la Cour de cassation. Donc la Cour de cassation qui s'aligne sur la jurisprudence de la Cour de justice. Le Conseil constitutionnel, là aussi on aura une présentation sur le sujet, mais très rapidement, le Conseil constitutionnel, dans des décisions du 3 décembre 2021 et 22 février 2022, alors il s'est prononcé non pas sur l'obligation de conservation, mais sur la question de l'accès aux données. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est largement inscrit à la suite de la Cour de justice, mais dans le même temps, comme souvent dans le cas des décisions du Conseil constitutionnel, la motivation est assez limitée et le Conseil constitutionnel finalement n'a pas remis en cause le rôle du parquet, mais a insisté sur l'exigence de garanties supplémentaires au titre de l'encadrement du pouvoir de réquisition. Je ne peux m'empêcher aussi de dire, même si ça n'était pas le sujet dans ces décisions, que le Conseil constitutionnel a récemment dégagé un premier principe relatif à l'identité constitutionnelle de la France, qui est la limite ultime à l'application du droit de l'Union, dans le fait de ne pas pouvoir déléguer à des personnes privées des pouvoirs de police. Bien ici, quand il s'agit de l'obligation de conservation qui s'impose à des opérateurs télécoms et à des fournisseurs d'accès, c'est-à-dire des personnes privées, on est bien dans l'association de personnes privées dans des missions de police. Donc là, il y a une certaine, je pense, peut-être petite incohérence, ce qui montre d'ailleurs que ce principe n'aurait jamais dû être dégagé par le Conseil constitutionnel au titre de l'identité constitutionnelle de la France. Et enfin, les non-alignés, c'est surtout le Conseil d'État. Le Conseil d'État français, juridiction suprême de l'ordre administratif français, qui finalement est assez dans son rôle, mais il a adopté une décision qui s'inscrit très imparfaitement à la suite de la jurisprudence de la Cour de justice, qui est susceptible donc de créer des tensions là entre le Conseil d'État et la Cour de cassation, donc les effets finalement pervers peut-être du droit de l'Union sur l'entente supposée entre tous les juges, en tout cas entre les deux ordres de juridiction, ça peut poser des frictions. Et ici, dans son célèbre arrêt maintenant French Data Network, 21 avril 2021, que le Conseil d'État a non seulement modifié sa grille d'analyse traditionnelle du droit de l'Union, en mettant l'accent désormais sur des aspects de sécurité et pas seulement de droits fondamentaux dans l'appréciation des mesures nationales mettant en cause le droit de l'Union. Et en termes de contenu, eh bien, le Conseil d'État a jugé que la solution proposée par la CJUE n'était pas matériellement possible et surtout, en tout état de cause, elle n'était pas opérationnellement efficace, puisqu'on l'a vu un petit peu plus tôt, que c'est très difficile, voire impossible, si on est dans la mesure où on parle d'une conservation en amont des données de connexion, indépendamment de toute commission d'infraction, de dire si vous pouvez cibler la conservation seulement en fonction de certaines personnes et de critères géographiques. Ce n'est juste pas possible en pratique. Et donc, le Conseil d'État, ici, s'est opposé à la Cour de justice. En conclusion, donc, et c'est la réflexion qu'on mènera tout l'après-midi, donc quel équilibre dans la lutte entre la criminalité et les droits fondamentaux?
deux questions centrales. Non pas tant l'obligation de conservation des données, c'est probablement de manière erronée que la Cour de justice s'est largement fondée sur l'obligation de conservation des données, mais ce qui est central en termes de liberté, c'est d'une part l'accès aux données, c'est-à-dire l'utilisation des données, et c'est là qu'il faut des garanties suffisantes, et ensuite la recevabilité des preuves, savoir si éventuellement des preuves qui n'auraient pas été obtenues conformément au droit peuvent néanmoins être admises, comme le laisse entendre la Cour de justice elle-même de manière assez paradoxale. Donc voilà ce qui nous occupera aussi comme grande question cet après-midi. Merci beaucoup.